Nous abordons maintenant le calcul de la probabilité de ruine dans le cas des distributions à queue épaisse. Nous commençons par une question très concrète de réassurance. Une compagnie souhaite protéger son portefeuille au moyen d'un traité en excédent de sinistres. L'assureur conserve chaque sinistre jusqu'à une priorité fixée, puis le réassureur prend en charge la partie qui dépasse ce niveau. Pour évaluer la prime pure du traité, il faut donc mesurer non seulement la probabilité que la priorité soit franchie, mais aussi le montant moyen payé une fois que le traité est déclenché. Cette seconde quantité est appelée espérance conditionnelle de dépassement, ou encore espérance de vie résiduelle. Elle représente le montant moyen situé au-dessus de la priorité, sachant que le sinistre a effectivement dépassé cette priorité. Elle répond à la question suivante: lorsqu'un sinistre est assez grand pour atteindre le réassureur, quelle charge supplémentaire faut-il encore prévoir au-delà du seuil? Dans le cas d'une distribution exponentielle, cette espérance de dépassement ne dépend pas du niveau de la priorité. C'est une conséquence de la propriété d'absence de mémoire. Une fois que le sinistre a dépassé le seuil, le montant supplémentaire à payer possède la même distribution que le sinistre initial. Relever la priorité diminue donc la fréquence des interventions du réassureur, mais ne modifie pas le coût moyen conditionnel d'une intervention. La situation est radicalement différente pour une distribution de Pareto. Dans ce cas, l'espérance de dépassement augmente avec la priorité. Plus le seuil déjà franchi est élevé, plus le dépassement moyen qui reste à payer est important. Cela traduit une queue très lourde. Observer qu'un sinistre est déjà exceptionnellement grand constitue une information défavorable sur sa taille finale. Pour la tarification, il faut bien distinguer la fréquence et la sévérité des dépassements. La prime pure de réassurance est obtenue en combinant la probabilité de franchissement de la priorité avec le dépassement moyen conditionnel. Une priorité élevée réduit la probabilité d'intervention, mais sous une queue épaisse, les interventions qui subsistent peuvent devenir extrêmement coûteuses. Cette propriété explique pourquoi la réassurance des catastrophes naturelles, des grands risques industriels ou de certaines responsabilités civiles est délicate. Le réassureur ne peut pas raisonner uniquement à partir du nombre attendu de sinistres touchant le traité. Il doit modéliser avec précision le comportement de la queue, car une légère sous-estimation de son épaisseur peut entraîner une forte sous-estimation de la prime et du capital nécessaire. Il faut aussi distinguer le dépassement conditionnel de la prime pure totale du traité. Le dépassement moyen décrit le coût moyen d'une intervention, mais la prime dépend également de la probabilité d'intervention. Une priorité plus élevée peut donc réduire la prime même si le coût conditionnel augmente. Toute la difficulté consiste à arbitrer entre des déclenchements plus rares et des paiements potentiellement beaucoup plus lourds. Le contraste précédent conduit à la notion de distribution à queue épaisse. Une telle distribution ne possède aucun moment exponentiel positif. En termes intuitifs, sa probabilité de dépassement décroît plus lentement que n'importe quelle fonction exponentielle. Il faut souligner que cette définition est beaucoup plus exigeante que l'existence ou non de la variance. Certaines distributions à queue épaisse possèdent une moyenne, une variance et même tous leurs moments polynomiaux. La loi log normale en est un exemple. Pourtant, dès que l'on pondère les très grandes valeurs par une exponentielle croissante, l'espérance devient infinie. La notion de queue épaisse porte donc sur la vitesse asymptotique de décroissance et non simplement sur les premiers moments. Dans ce régime, l'espérance de dépassement tend généralement à augmenter fortement lorsque le seuil s'élève. Le fait d'avoir déjà observé une perte très grande n'implique pas que la partie restante soit modérée. Au contraire, les grandes observations ont tendance à être accompagnées de dépassements eux-mêmes importants. Cette caractéristique rend les couvertures d'excédent de sinistres particulièrement sensibles au choix de la loi de sévérité. Les données d'assurance présentent fréquemment ce comportement. Les pertes liées aux ouragans, aux séismes, aux incendies industriels ou aux sinistres de responsabilité peuvent être dominées par quelques observations extrêmes. Dans une année de catastrophe, le montant agrégé n'est pas nécessairement le résultat de nombreux sinistres moyens.
Il peut être essentiellement déterminé par le plus grand événement. Cette idée constitue une autre façon de caractériser les queues épaisses, le principe du grand sinistre unique. Lorsqu'une somme atteint un niveau exceptionnellement élevé, l'explication la plus probable est souvent qu'un seul terme de la somme est lui-même exceptionnel. Les autres sinistres jouent alors un rôle secondaire dans l'ordre de grandeur du total. Les conséquences actuarielles sont importantes. Les méthodes fondées sur les moments exponentiels, comme le coefficient d'ajustement et la majoration de Lundberg, ne sont plus disponibles. La probabilité de ruine ne décroît plus à vitesse exponentielle avec le capital initial. Elle reste beaucoup plus élevée pour les grands niveaux de fonds propres. Le réassureur doit donc utiliser des méthodes spécifiques: estimation de l'indice de queue, analyse des excès au-delà d'un seuil, scénario de catastrophe et mesure de risque centrées sur les extrêmes. Il doit également être prudent face au manque de données, car les événements qui déterminent le prix du traité sont précisément les plus rares et les moins bien observés. Cette définition explique également pourquoi l'extrapolation à partir du centre de la distribution est dangereuse. Deux modèles peuvent ajuster presque parfaitement les sinistres ordinaires, tout en donnant des probabilités très différentes pour les montants extrêmes. Or, ce sont précisément ces différences, invisibles dans la majorité des observations, qui déterminent le coût des couches hautes de réassurance et le risque de ruine. Nous introduisons maintenant une famille fondamentale de queues épaisses, les queues à variation régulière. Elles généralisent le comportement de la loi de Pareto tout en autorisant une correction plus souple. La première notion est celle de fonction à variation lente. Une telle fonction varie si peu à grande échelle que multiplier son argument par une constante ne modifie presque pas sa valeur relative lorsque l'argument devient très grand. Elle peut néanmoins tendre vers 0, vers l'infini, ou osciller modérément. Des fonctions logarithmiques constituent des exemples classiques. La seconde notion est celle de fonction à variation régulière. À grande échelle, une telle fonction se comporte comme une puissance, éventuellement multipliée par une fonction à variation lente. Lorsque l'argument est multiplié par un facteur donné, la fonction est asymptotiquement multipliée par une puissance de ce facteur. Pour une fonction de survie, l'indice est négatif. La probabilité de dépassement diminue lorsque le seuil augmente. La valeur absolue de cet indice mesure la vitesse de décroissance de la queue. Plus elle est petite, plus la queue est lourde. Pour une loi de Pareto, la correction lente est constante. On retrouve donc une décroissance en puissance pure. L'intérêt de cette représentation est sa stabilité. La partie en puissance fournit le comportement dominant et la fonction lente autorise des écarts au modèle de Pareto strict. Elle peut tenir compte de logarithmes, de corrections de second ordre ou d'autres variations progressives observées dans les données. Cette classe est également directement liée à l'existence des moments. Pour une queue de type puissance, un moment d'un ordre donné n'est fini que lorsque l'indice de queue est suffisamment grand. La moyenne nécessite une condition moins forte que la variance, et les moments d'ordre élevé peuvent être infinis même lorsque les premiers moments existent. D'un point de vue statistique, l'indice de variation régulière est le paramètre central de l'analyse des extrêmes. Il détermine le comportement des quantiles très élevés, des primes stop-loss et des probabilités de ruine. Son estimation repose souvent sur les plus grandes observations, par exemple à l'aide de l'estimateur de Hill. La définition est asymptotique. Elle ne dit pas que la loi suit exactement une Pareto pour tous les montants. Elle décrit seulement la forme de la queue lorsque le seuil devient très grand. Cette distinction est importante en pratique, car le corps de la distribution peut être modélisé autrement, sans modifier le comportement extrême. Une propriété utile des fonctions à variation lente est qu'elles deviennent négligeables face à toute puissance positive ou négative. Elles peuvent modifier sensiblement les approximations à des niveaux réalistes, mais elles ne changent pas l'indice principal de la queue. Cette séparation entre un exposant dominant et une correction lente permet de construire une théorie générale tout en conservant une certaine flexibilité empirique.
La proposition de ce slide décrit le comportement d'une somme de variables dont les queues sont à variation régulière. Elle formalise le principe selon lequel une grande valeur de la somme est principalement produite par un seul terme exceptionnel. Considérons d'abord deux risques indépendants ayant le même indice de queue, mais éventuellement des corrections lentes différentes. La queue de leur somme reste à variation régulière avec le même indice. Sa probabilité de dépassement est asymptotiquement égale à la somme des probabilités de dépassement des deux risques. L'intuition est que, pour que la somme dépasse un seuil très élevé, l'un des deux risques doit généralement être lui-même très élevé. La probabilité que les deux soient simultanément d'un ordre extrême est beaucoup plus petite. Les deux scénarios principaux, le premier risque est exceptionnel ou le second, l'est, s'additionnent donc asymptotiquement. Pour une somme de plusieurs variables indépendantes de même loi, la probabilité de dépassement est approximativement égale au nombre de variables multiplié par la probabilité qu'une seule dépasse le seuil. Le facteur multiplicatif correspond aux différentes positions possibles du grand sinistre dans la somme. La troisième partie compare directement la somme et le maximum. À un niveau très élevé, leurs probabilités de dépassement sont équivalentes. Or, le maximum dépasse le seuil dès qu'au moins un sinistre le dépasse. Cela signifie que les contributions modérées des autres sinistres ne changent pas l'ordre asymptotique de la perte totale. L'idée de la preuve consiste à découper l'événement de dépassement. On sépare les cas où une variable dépasse presque entièrement le seuil des cas où plusieurs variables, toutes plus petites, s'additionnent pour le franchir. Pour une queue à variation régulière, le second mécanisme est asymptotiquement négligeable. Les probabilités de deux observations simultanément extrêmes sont d'un ordre plus faible que la probabilité d'une seule observation extrême. Ce résultat ne signifie pas que les autres sinistres sont toujours nuls ou sans importance pour la valeur exacte de la somme. Il signifie que, lorsque le seuil tend vers l'infini, il ne modifie pas la probabilité au premier ordre. En assurance, cette propriété explique pourquoi les méthodes classiques de diversification peuvent être moins efficaces dans la queue extrême. Ajouter de nombreux risques indépendants ne fait pas disparaître la possibilité qu'un seul d'entre eux domine le portefeuille. Elle justifie aussi l'attention portée aux limites par événement, aux couvertures catastrophes et à la modélisation du sinistre maximal. Ce principe a également une conséquence sur les allocations de capital. Dans une zone extrême, attribuer le risque total proportionnellement aux contributions moyennes peut être trompeur. La contribution dominante vient souvent de la ligne d'activité capable de produire le plus grand sinistre. Une analyse par maximum, par scénario ou par événement peut alors être plus pertinente qu'une simple décomposition fondée sur la variance. Le théorème de Karamata permet de calculer le comportement asymptotique de l'intégrale d'une fonction à variation régulière. Dans notre contexte, cette intégrale correspond à la queue intégrée de la distribution des sinistres. Lorsque la queue du montant individuel décroît comme une puissance suffisamment forte pour que la moyenne soit finie, son intégrale décroît encore comme une puissance, mais avec un exposant diminué d'une unité. Autrement dit, l'intégration épaissit la queue. La distribution des montants d'ascension, qui intervient dans la représentation de la perte maximale, est donc plus lourde que la distribution initiale des sinistres. L'intuition du théorème est que l'essentiel de l'intégrale au-delà d'un seuil provient des valeurs situées à une échelle comparable à ce seuil. La propriété de variation régulière permet de remplacer localement la queue par sa forme en puissance, tandis que la fonction lente reste presque constante sous un changement d'échelle. Dans le modèle de Cramer-Lundberg, la probabilité de ruine peut être représentée comme la queue d'une somme géométrique de montants d'ascension. Si la distribution de ces ascensions est sous-exponentielle, la queue de la somme de plusieurs ascensions est asymptotiquement égale au nombre de termes multiplié par la queue d'une seule ascension. En remplaçant ce nombre par sa moyenne sous la loi géométrique, on obtient l'idée suivante: la probabilité de ruine est asymptotiquement proportionnelle à la queue intégrée des sinistres. Le coefficient de proportionnalité dépend du chargement de sécurité.
Plus ce chargement est faible, plus la probabilité de ruine est élevée. La démarche de preuve demande toutefois une précaution. Pour chaque nombre fixé d'ascension, l'équivalence asymptotique est connue. Mais la probabilité de ruine comporte une somme sur tous les nombres possibles. On ne peut pas toujours intervertir directement la limite et cette somme infinie. Il faut disposer d'un majorant uniforme permettant d'appliquer un théorème de convergence dominée. C'est l'une des raisons pour lesquelles la classe sous-exponentielle et ses bornes uniformes sont introduites ensuite. Le résultat final contraste fortement avec le cas à queue fine. La probabilité de ruine ne décroît plus exponentiellement avec le capital initial. Elle décroît comme une puissance, avec un indice lié à celui de la sévérité. Même un capital très élevé peut donc laisser subsister une probabilité de ruine non négligeable. Ce comportement traduit le mécanisme dominant. La ruine d'une compagnie bien capitalisée est essentiellement provoquée par un sinistre unique, assez grand pour absorber à lui seul le capital et la marge accumulée. Le passage de la queue initiale à la queue intégrée a aussi une conséquence sur les indices. Lorsque la moyenne existe, intégrer une queue en puissance réduit l'exposant d'une unité. La probabilité de ruine est donc encore plus lourde que la probabilité d'un sinistre individuel dépassant directement le capital. Cette différence reflète le fait que la ruine dépend de l'ensemble des occasions de produire une ascension défavorable au cours du temps. La notion de distribution sous-exponentielle généralise le principe du grand sinistre unique au-delà des seules queues à variation régulière. Elle est définie directement à partir du comportement des convolutions. Une distribution positive est sous-exponentielle lorsque, pour une somme d'un nombre fixé de variables indépendantes de cette loi, la probabilité de dépasser un seuil élevé est asymptotiquement égale au nombre de variables multipliées par la probabilité qu'une seule dépasse ce seuil. Le terme sous-exponentiel ne signifie pas que la distribution possède une forme exponentielle avec un paramètre particulier. Il indique au contraire que sa queue décroît plus lentement que toute exponentielle au sens pertinent. La classe comprend les lois de Pareto, les lois à variation régulière, la log normale et certaines lois de Weibull dont le paramètre de forme est inférieur à 1. La définition pour deux variables suffit en général à comprendre le mécanisme. Si la somme de deux sinistres dépasse un seuil très élevé, le scénario dominant est que le premier soit très grand ou que le second le soit. Le cas où les deux sont simultanément modérément grands mais aucun n'est extrême devient négligeable. Cette classe est particulièrement adaptée à l'assurance car elle décrit des distributions pour lesquelles l'agrégation extrême est dominée par le maximum. La somme et le maximum ont alors la même queue au premier ordre. Toutes les distributions à variation régulière sont sous-exponentielles, mais la réciproque est fausse. La sous-exponentialité est donc une propriété plus générale. Elle permet d'obtenir des résultats sur les sommes et sur la ruine sans imposer une décroissance précise en puissance. Cette généralité a un prix. Pour une distribution à variation régulière, on dispose d'un indice de queue et d'équivalents explicites. Pour une distribution sous-exponentielle générale, on sait surtout que le grand sinistre unique domine. Mais la vitesse exacte de décroissance peut être plus difficile à caractériser. La définition joue un rôle central dans le modèle de ruine. La perte maximale est une somme comportant un nombre aléatoire de montants d'ascension. Pour déterminer sa queue, il faut que la propriété du grand sinistre reste valable lorsque le nombre de termes n'est plus fixé. Les propriétés du slide suivant fournissent précisément les contrôles nécessaires. La log normale illustre bien l'intérêt de cette extension. Sa queue n'est pas une puissance régulière, mais elle reste sous-exponentielle. Le mécanisme du grand sinistre unique demeure donc valable, même lorsque l'on ne peut pas résumer la queue par un indice de Pareto. La classe sous-exponentielle sépare ainsi le mécanisme probabiliste dominant de la forme analytique précise de la distribution. La première propriété indique qu'une distribution sous-exponentielle est également à queue longue. Cela signifie que soustraire un montant fixe au seuil ne modifie pas asymptotiquement la probabilité de dépassement.
L'interprétation est simple. Si un seuil est extrêmement élevé, une variation bornée de ce seuil devient négligeable à son échelle. Pour une queue exponentielle, un déplacement fixe produit un facteur multiplicatif constant. Pour une queue longue, ce facteur tend vers 1. La queue est donc relativement insensible aux translations bornées. Cette propriété permet de formaliser le grand sinistre unique. Lorsqu'un sinistre est d'un ordre très supérieur aux autres, ajouter une somme modérée ne change presque pas la probabilité qu'il dépasse le seuil total. La deuxième propriété montre qu'une queue longue est nécessairement épaisse au sens de l'absence de moments exponentiels positifs. Si une exponentielle pouvait dominer la queue, une translation fixe produirait une variation relative non négligeable. La stabilité par translation serait alors impossible. Il faut cependant distinguer les implications. Toute loi sous-exponentielle est à queue longue et donc à queue épaisse, mais toute loi à queue épaisse n'est pas nécessairement sous-exponentielle. La sous-exponentialité impose en plus une structure précise aux convolutions. La troisième propriété fournit une borne uniforme sur la queue des convolutions. Pour un nombre quelconque de termes, le rapport entre la queue de la somme et celle d'un seul terme est majoré par une quantité qui croît approximativement de façon géométrique, avec le nombre de variables. Cette borne est cruciale dans les démonstrations. L'équivalence sous-exponentielle est d'abord valable pour chaque nombre fixé de termes. Mais dans un modèle collectif ou dans la formule de Ruyn, le nombre de termes est aléatoire et potentiellement non borné. Pour sommer les équivalences, il faut empêcher les grands nombres de termes de produire une contribution incontrôlée. La démarche de preuve consiste généralement à choisir un seuil intermédiaire et à découper les convolutions selon qu'une variable est très grande ou non. La propriété de queue longue permet de contrôler la partie où un seul terme domine. Une récurrence fournit ensuite la borne géométrique. Cette borne rend possible l'application de la convergence dominée lorsque la distribution du nombre de termes possède un moment exponentiel légèrement supérieur à 1. C'est exactement l'hypothèse utilisée sur le slide suivant pour le montant agrégé des sinistres. La borne uniforme ne cherche pas à fournir une approximation précise pour chaque nombre de termes. Son rôle est technique. Elle garantit qu'aucune composante lointaine du mélange ne peut dominer de façon inattendue. Elle permet de transformer une suite d'équivalences valables terme par terme en une équivalence pour la somme entière, ce qui est indispensable dans les modèles collectifs et les sommes géométriques. Nous revenons au montant agrégé des sinistres observés jusqu'à une date fixée. Sa distribution est un mélange. Pour chaque nombre possible de sinistres, on considère la distribution de la somme correspondante, puis on la pondère par la probabilité de ce nombre. Le théorème suppose que la distribution des montants individuels est sous-exponentielle. Il impose également une condition modérée sur la fréquence. Le nombre de sinistres doit posséder un moment exponentiel dans un voisinage de 1. Cette condition est satisfaite par les lois de Poisson et par de nombreuses distributions usuelles de comptage. Le résultat affirme d'abord que la distribution du montant agrégé reste sous-exponentielle. L'agrégation d'un nombre aléatoire raisonnablement léger de sinistres ne détruit donc pas la structure de queue épaisse. Ensuite, la probabilité que le total dépasse un seuil élevé est asymptotiquement égale au nombre moyen de sinistres multiplié par la probabilité qu'un montant individuel dépasse ce seuil. L'interprétation est le principe du grand sinistre unique dans un modèle collectif. Pour obtenir un total exceptionnel, le mécanisme dominant est la survenance d'un sinistre lui-même exceptionnel. Le nombre moyen de sinistres intervient parce qu'il représente approximativement le nombre d'occasions de produire ce grand événement. L'intuition de la preuve est la suivante. Conditionnellement à un nombre fixé de sinistres, la sous-exponentialité donne une probabilité de dépassement proportionnelle à ce nombre. On moyenne ensuite cette approximation sur la distribution de la fréquence. Le coefficient qui apparaît est donc son espérance.
La difficulté vient encore de l'interversion entre la limite et la somme infinie. La borne uniforme sur les convolutions permet de majorer chaque terme par une quantité géométrique. L'hypothèse de moment exponentiel sur la fréquence garantit que la somme de ces majorants est finie. On peut alors appliquer la convergence dominée. Ce résultat possède une conséquence pratique forte. Pour estimer les quantiles extrêmes du montant agrégé, il est souvent plus important de modéliser correctement la queue de la sévérité que d'obtenir une description très fine de la fréquence. La fréquence intervient au premier ordre essentiellement par sa moyenne. Cela ne signifie pas qu'elle soit sans importance pour le centre de la distribution ou pour des seuils modérés. Mais, dans l'extrême queue, la sévérité domine. Ce constat justifie l'utilisation de modèles dédiés aux grands sinistres et de couverture de réassurance par événement. Pour une fréquence de Poisson, la condition de moment imposée par le théorème est automatiquement vérifiée. Le résultat devient alors particulièrement simple. Le paramètre de Poisson joue le rôle du nombre moyen d'occasion de produire un sinistre extrême. Cette lecture explique pourquoi, dans la queue, multiplier l'exposition par 2 multiplie approximativement la probabilité extrême par 2 tant que les événements restent indépendants. Le dernier théorème donne la caractérisation centrale de la probabilité de ruine dans le régime sous-exponentiel. Il relie 3 objets: la distribution intégrée de queue des sinistres, la distribution de la perte maximale et la probabilité de ruine. La distribution intégrée de queue est celle des montants d'ascension qui apparaissent dans la décomposition de la perte maximale. Elle attribue davantage de poids au grand sinistre que la distribution initiale. Il est donc possible qu'elle soit nettement plus lourde, notamment lorsque la sévérité possède une queue en puissance. Le théorème indique que la sous-exponentialité de cette distribution intégrée est équivalente à celle de la perte maximale. Elle est également équivalente à un comportement asymptotique précis de la probabilité de ruine. Concrètement, lorsque le capital initial devient très grand, la probabilité de ruine est proportionnelle à la probabilité qu'un montant d'ascension dépasse ce capital. Le facteur de proportionnalité est l'inverse du chargement de sécurité. Cette formule a une interprétation transparente. Une grande ruine est principalement provoquée par une seule ascension exceptionnelle du processus de perte. Le nombre de tentatives avant cette ascension suit une structure géométrique et son effet moyen est résumé par le chargement de sécurité. Plus le chargement est faible, plus le processus de surplus a une dérive positive réduite et plus il dispose d'occasion de produire un record dangereux. La probabilité de ruine augmente donc fortement lorsque le chargement se rapproche de zéro. L'intuition de la preuve utilise la représentation de Bickman. La perte maximale est une somme géométrique de montants d'ascension indépendants. Pour une loi sous-exponentielle, la queue d'une somme comportant un nombre aléatoire léger de termes est asymptotiquement égale au nombre moyen de termes multiplié par la queue d'un seul terme. On applique donc le théorème précédent à la somme géométrique. Le nombre moyen d'ascension fournit exactement le facteur lié au chargement de sécurité. Le résultat montre aussi la différence fondamentale avec les queues fines. Dans le régime exponentiel, la ruine est décrite par un coefficient d'ajustement et décroît exponentiellement avec le capital. Dans le régime sous-exponentiel, elle suit la queue intégrée de la sévérité, donc une décroissance beaucoup plus lente. Pour la gestion des risques, augmenter le capital reste utile, mais son efficacité marginale est moindre. Une stratégie de solvabilité doit alors combiner capital, tarification, limitation d'exposition et réassurance. Surtout, elle doit reposer sur une estimation robuste de la queue, car c'est elle qui détermine directement le niveau asymptotique de la probabilité de ruine. L'équivalence fournit enfin une méthode pratique d'approximation. Plutôt que de calculer toute la trajectoire du processus de surplus, on peut estimer la queue intégrée de la sévérité et la multiplier par le facteur lié au chargement. Cette simplification est puissante, mais elle reste asymptotique. Pour des capitaux modérés, la fréquence, les sinistres intermédiaires
et les effets de second ordre peuvent encore jouer un rôle important.